Bienvenue dans le débat sur France 24. Il y a 5 ans, des milliers de femmes écrivaient #MeToo pour témoigner de violences sexuelles dont elles avaient été l'objet. C'était quelques jours après l'enquête du New York Times et du New Yorker sur Harvey Weinstein. Le producteur sera condamné à 23 ans de réclusion pour agression sexuelle et viol. En quelques heures, le hashtag devient viral. Un mouvement féministe mondial est né. 5 ans après, quel est l'impact finalement encore du mouvement MeToo? Quelle est l'ampleur du phénomène? Quid du principe de la présomption d'innocence? Justice est-elle rendue aux femmes victimes? Eh bien, on va en débattre avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Axelle Jeanne Jiquet. Bonsoir. Vous êtes autrice afropéenne, dit-on maintenant aujourd'hui, podcasteuse, autrice de Journal intime d'une féministe, et c'est aux éditions Au Diable Vauvert. Bienvenue à vous. En face de vous, Sophie Obadia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, pénaliste au barreau de Paris. Bienvenue à vous également. Muriel Reus, bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de Femmes Avec et vice-présidente également de MeToo Média. Vous avez contribué, vous voulez contribuer à l'amélioration de la place et du respect des femmes dans la société. Bienvenue à vous. En face de vous, Sabine Procoris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, psychanalyste, auteur de Le Mirage, #MeToo, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Bienvenue à toutes les quatre dans ce débat. Avant d'en débattre, on va revenir justement sur cette affaire Weinstein, affaire qui a donc fait naître le mouvement MeToo, avec Claire Bazdarevitch et Julie Chouteau. Claudiquant, voûté, le visage défait, le 6 janvier 2020, c'est en déambulateur qu'Harvey Weinstein arrive à la Cour suprême de New York, diminué par une opération du dos. En fait-il trop pour apitoyer les jurés? Certains le pensent. À l'extérieur du tribunal de Manhattan, des manifestantes sont là pour soutenir les victimes. Parmi elles, des actrices comme Rose McGowan ou Rosanna Arquette. Le temps du harcèlement sexuel au travail est terminé. On ne peut plus blâmer les victimes. Et ça suffit avec les excuses bidons sans conséquence. Harvey Weinstein est accusé d'agression sexuelle par 80 femmes. Mais à son procès, seules 2 accusatrices, Mimi Haley, ancienne assistante de production, et Jessica Mann, aspirante actrice. 4 autres femmes sont appelées à la barre, dont l'actrice Annabella Sciorra. La défense est offensive, agressive. Sur place, les témoins décrivent un Harvey Weinstein serein. Le producteur de 67 ans refuse de témoigner et plaide son innocence. Mais le 24 février, il est déclaré coupable et écope de 23 ans de prison ferme. À l'annonce du verdict, l'accusé fait un malaise. Le lendemain, une douzaine de féministes réunies devant le tribunal saluent une décision historique, la première de l'ère MeToo. Ce verdict doit servir d'exemple pour que tous les survivants soient entendus et crus, et pour que tous les prédateurs soient condamnés en justice. Harvey Weinstein a fait appel de sa peine qu'il purge à Rikers Island. Une prison parmi les plus dangereuses au monde qu'il quitte temporairement pour comparaître à Los Angeles dans une autre affaire de viol. Son procès californien devrait s'ouvrir d'ici la mi-novembre. C'est intéressant de le revoir 5 ans après. Muriel Reus, alors vous avez été, non pas encore 20 ans, vous avez été victime de PPDA, le présentateur du JT de TF1. Vous faites partie des 30 femmes qui l'ont accusé d'agression sexuelle ou de viol. Dans votre cas, c'est agression sexuelle, contrairement à Hélène Devinck, qui vient de publier un livre qui, elle, en fait, a porté plainte pour viol. Et elle dénonce d'ailleurs l'impunité du présentateur. Elle dénonce un système. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler, Muriel Reus? Est-ce que c'est justement cet effet MeToo? Non, moi, ce qui m'a poussée à parler, c'est... Moi, j'ai voulu témoigner du fait que la direction et la présidence de TF1 étaient au courant parce que je l'avais moi-même prévenu. Donc, il m'a semblé important, si vous voulez, à un moment donné, de dire, de soutenir la parole de ces femmes, que je ne connaissais pas. On se connaît maintenant, bien sûr, mais on ne se connaissait pas. Une trentaine, c'est ça, 30 femmes Aujourd'hui, le chiffre exact, c'est 33 témoignages et 21 plaintes. Je regarde mes chiffres parce que tous les jours, les chiffres changent. Et 21 plaintes. Donc, moi, il m'a semblé important, à un moment donné, de dire, voilà, oui, il y a effectivement des faits. Et puis, il y a une responsabilité, en tout cas une responsabilité d'entreprise à ce moment-là, qui a été de ne pas considérer qu'il pouvait se passer des choses sur lesquelles on pouvait s'interroger tous les soirs dans les locaux de cette chaîne. À l'époque, moi, j'étais dirigeante d'une filiale de TF1. Donc voilà, j'ai pensé que ma parole
pouvait être importante dans ce combat qui était le leur et qui est devenu le mien. Hélène Devinck, justement, qui a écrit, évoque le coup du plateau. C'est ce qui vous est arrivé, vous, le coup du plateau? Oui, enfin moi c'est un peu particulier parce que si vous voulez, moi j'avais des fonctions dans cette filiale et c'est vrai qu'un jour, sa secrétaire m'a appelée pour venir sur ce JT. J'étais très surprise, j'ai pas très bien compris sa demande et sa démarche. D'ailleurs, je ne suis pas allée la première fois, j'avais dit oui, j'ai oublié d'y aller. Vous voyez à quel point ça m'intéressait d'aller assister à un JT en direct. Et le lendemain, son assistante m'a appelé une seconde fois pour me proposer de revenir. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu impoli de payer les 2 fois. Donc effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé avec beaucoup de femmes, c'est-à-dire une présence derrière les caméras et ensuite être accompagnée dans ce bureau. Pour moi, c'était ma maison, donc j'ai pas du tout eu un semblant d'inquiétude sur quoi que ce soit. Et puis effectivement, son comportement inadapté, pour le moins, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Quoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fermé à clé? C'est ce que vous aviez raconté? Parce que sa secrétaire est partie, a fermé la porte, ce qui m'a surprise parce qu'effectivement, dans la maison, on ne fermait jamais les portes, en tout cas pas les présidents de cette boîte. Et puis, 2 secondes après, il a fermé la porte à clé et puis il a enlevé son pantalon, il s'est retrouvé en caleçon en 2 secondes. Donc, et comment avez-vous réagi? Comment voulez-vous réagir? Moi, j'ai trouvé ça... J'ai eu un instant de stupéfaction quand même, en me demandant ce qui se passait. Et puis, je lui ai dit que mes liens avec la direction, étant donné mes liens avec la présidente de cette entreprise, c'était assez surprenant qu'il se retrouve dans cette situation-là. Ça s'est arrêté très vite. Donc, il s'est rhabillé. Et il m'a raccompagnée à l'ascenseur. Et vous a prévenu la direction de TF1? Absolument. Hélène Devinck dit dénoncer un système. C'est ça, en fait, c'est vraiment l'abus de pouvoir dont on parle là. Finalement, oui, on peut faire un parallèle avec l'affaire Weinstein. Moi, je pense que l'affaire PPDA est le plus gros MeToo français. En tout cas, en termes de dénonciation, en termes de plaintes, en termes de reconduction, si vous voulez, d'un système très organisé, avec des gestes, des propos, des mots, des interrogations qui ont tout le temps été les mêmes depuis toutes ces années. D'ailleurs, on parle de sérialité aujourd'hui, donc même si les procureurs s'interrogent sur cette notion-là, c'est qu'il y a un fondement. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que énormément de femmes qui ne se connaissent pas décrivent un même système et que même le major en charge de l'enquête a conclu avec des mots qui étaient celui d'un serial agresseur. Axel Janjiquier, pour vous, qu'est-ce que ça a entraîné justement MeToo? Vous avez écrit ce livre, il me semble qu'il est assez récent, en tout cas il a été publié récemment. C'est en fait votre histoire, c'est la vie d'une femme qui est devenue mère, qui a souffert de violences sexuelles, éducatives dans l'enfance. Est-ce que c'est ce mouvement MeToo qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, moi, le mouvement MeToo est antérieur à la date qu'on donne. Là, on est sur les 5 ans du mouvement MeToo médiatique. Il faut savoir que le mouvement a 15 ans, qu'il a été créé en 2007 par une activiste noire américaine qui s'appelle Tarana Burke. Et nous, ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec Alyssa Milano, qui, dans un premier temps, a donc envoyé ce hashtag en pensant, en souhaitant en tout cas rallier des femmes autour d'elle, sans savoir que c'était déjà un mot d'ordre au sein d'une association qu'avait créée Tarana Burke et qui s'appelait MeToo. Parce qu'elle avait elle-même été victime de violences sexuelles dans l'enfance et dans sa jeunesse. Et elle avait été interpellée en 1996 par une jeune femme de 12 ans qui s'appelle Haven, qui lui rapportait qu'elle subissait des viols successifs de la part de son beau-père. Et Tarana Burke, qui avait alors 22 ans et qui était juste animatrice dans ce centre de vacances, n'a pas trouvé les ressources en elle pour pouvoir dire à la petite « moi aussi ». Et donc le fameux MeToo vient de ça. Et c'est avant tout un mouvement qui porte sur le soutien que les victimes, les personnes victimes, s'apportent les unes aux autres. C'est pas un mouvement qui est centré sur les agresseurs. C'est d'abord un mouvement de soutien entre les femmes. Et je tenais vraiment à recontextualiser ça. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'on parle trop des agresseurs et pas assez des victimes? Je trouve qu'on oublie de mentionner qu'effectivement, le propos, c'est pas... pardon, mais quelle réaction Muriel a eu à ce moment-là? Non, mais c'est intéressant de le savoir quand même. Quel comportement a eu en face son agresseur? Et pardon, mais effectivement, je trouve qu'on met la focale beaucoup sur les agresseurs, à juste titre. Mais il faut aussi savoir que c'est un mouvement qui donne de la force
aux personnes qui sont victimes. Nous ne sommes pas des pauvres petites choses fragiles, machin. C'est un peu ce que vous disiez aussi, Muriel Réussi, quand on parle de ces 33 femmes. Une solidarité féminine. Une solidarité extraordinaire. C'est le cœur même de ce mouvement, en fait. Sophie Obadia, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes l'avocate de ce plateau? D'abord, on parle beaucoup de la libération de la parole des femmes. Ça va avec cette solidarité que décrit justement Axel? Moi, j'interviens dans l'enceinte judiciaire. Et en réalité, cette sororité-là que vous évoquez n'existe pas pour les magistrats. C'est-à-dire que chaque dossier est individuel. Il peut arriver qu'il y ait des plaintes collectives, mais c'est plutôt rare. Là, ce n'est pas une plainte collective. Enfin, collective. C'est une plainte individuelle. Vous avez raison, non, mais je m'exprime mal, mais qui s'additionnent. Donc ça devient une affaire importante parce qu'il y a aussi de très nombreuses plaignantes. Mais ce n'est pas sous cet angle que la justice considère le mouvement MeToo. Au contraire, elle reste dans sa sphère en se disant, il y a du bruit dehors, il y a du bruit dans la cité, j'entends ce qui se dit, quels sont les débats, quels sont effectivement vraiment les remous que constitue ce mouvement, mais en aucun cas la justice ne l'envisage sous cet angle en disant nous ne sommes pas du tout un groupe de parole, il n'y aura pas à l'audience un moment très important donné aux plaignantes. On peut le déplorer ou pas? Mais parce que en fait, je ne sais pas si on peut le déplorer, mais il faut connaître nos traditions juridiques en France. Et là, j'entends bien que c'est un mouvement anglo-saxon. La tradition juridique française, je le dis en tant que pénaliste, est focalisée sur l'auteur. Le procès pénal est d'abord le procès d'un auteur ou d'une auteure si c'est une femme. Mais ça, c'est d'abord le procès de l'accusé. Et aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, dans ma sphère d'intervention, je considère qu'effectivement, il y a une poussée des plaignantes et des parties civiles, mais l'institution judiciaire continue à focaliser sur l'auteur des faits présumés ou en tout cas mis en examen et puis accusés ou prévenus. On va y revenir. Ouais. Sabine Procoris, votre livre s'appelle « Le mirage MeToo » et vous avez d'ailleurs signé une tribune, vous également, Sophie Obadia, dans Marianne, disant que la tournure que prend le mouvement MeToo vous inquiétait parce que vous estimez qu'il menace finalement notre édifice démocratique. Alors en quoi, alors qu'on parle de libération de la parole? Bien, déjà, il y a plusieurs remarques que je pourrais faire pour vous répondre en passant par tout ce qui a été dit. D'abord, vous avez commencé en vous adressant à Madame Réus en disant « vous avez été victime ». Déjà, pour moi, ça, c'est un problème. Ce n'est pas que je veuille mettre en doute votre récit, votre version, votre vécu, votre ressenti, mais on ne peut pas, avant un jugement, dire publiquement que quelqu'un a été victime. Ça veut dire que, par définition, la personne mise en cause est coupable. Et c'est un des fondements de MeToo, je le sais, puisque un des slogans, on peut dire de MeToo, c'est « victime, on vous croit ». Ça, c'est une chose. D'autre part... Donc c'est le principe de présomption d'innocence, en fait, oui, vous pensez qu'il est bafoué par le mouvement? Qui est évidemment non seulement un principe de la procédure pénale, mais également un des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Déclaration européenne des droits de l'homme européenne. Bon. L'autre chose, je suis un peu surprise d'une chose que vous avez dite, madame, en disant, qui me semble un peu contradictoire avec beaucoup de choses que j'ai pu lire. D'une part, je lis partout que tout le monde savait, en ce qui concerne PPDA, et d'autre part, j'entends que vous qui étiez à TF1 avec des fonctions depuis si longtemps, vous étiez surprise, que ça, vous ne vous doutiez de rien. Donc pour moi, là, il y a une petite discordance cognitive. Je peux juste mais répondre, si vous permettez, oui, deux petites secondes par rapport à ce phénomène-là. Ce terme de victime, vous avez raison, il ne convient à personne. Non, mais c'est pas la question qui convient à personne. Moi, je ne revendique pas le fait d'être une victime, mais aucune des victimes ne revendique le fait d'être une victime. Je ne dis pas de revendiquer ou non d'être une victime, je parle du statut de victime. C'est pas de ça que je parle. Mais on peut discuter de ce statut-là. Oui, mais non, ce statut, il est défini à l'issue du procès. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce que vous disiez, vous, madame, sur je sais très bien que ça a débuté il y a bien plus longtemps, mais qu'à ce moment-là, ça n'a eu aucun effet, que c'est à partir d'Hollywood que les choses ont commencé à... vraiment, en tout cas, à créer un phénomène. Un phénomène de masse. Mais quand même, la réaction de cette éducatrice, je suis très surprise de ce que vous dites, quand vous dites « elle n'a pas pu lui dire moi aussi ». Mais la question, ce n'était pas de lui dire moi aussi. C'était d'emmener cette petite fille à la police, de dénoncer les faits et de
protéger de cette façon-là cette petite fille. Je ne vois pas en quoi ça la protégeait de dire moi aussi, 10 ans plus tard en plus. Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, pour ce que vous dites, oui, pourquoi j'ai écrit... Vous allez répondre, bien sûr. Et maintenant, sur ce que vous disiez, oui, je pense qu'il y a un mirage, parce que je pense que la cause est évidemment parfaitement fondamentale, c'est-à-dire la question du harcèlement sexuel, du sexisme et des infractions sexuelles, ce sont des questions tout à fait fondamentales. Ce qui me paraît intéressant avec le mouvement MeToo, si vous voulez, c'est que la question féministe est revenue sur la table, alors que depuis des années, elle était assez mise de côté, il me semble. Maintenant, à partir du moment où on est dans cette logique d'un mouvement de masse avec un certain type un appareil théorique, si vous voulez, la culture du viol, le continuum des VSS, comme on dit aujourd'hui, etc., je crois qu'il y a un vrai problème si vous voulez, de confusion initiale, et je crois que ça dessert la cause des femmes. Muriel Réus, on est justement sur cette question de tout le monde savait. Oui, non, mais je vais revenir là-dessus, parce que peut-être que ce n'est pas votre intention, madame, mais le fait de me dire ça, c'est comme si vous remettiez en cause ce que je viens de dire. Non, je ne mets pas en cause, non, mais je m'interroge. Oui. Mais laissez-la vous répondre. Interrogez-vous comme les 30 femmes qui ont porté plainte et celles qui ont témoigné. Ce que je dis en tant que présidente, en tout cas, non, pardon, je n'étais pas présidente, j'étais directrice générale adjointe de cette filiale. Ce que je dis, c'est que je ne sais pas si tout le monde savait, je n'ai pas ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, parce que moi, je n'étais pas tous les jours. On a lu partout. Non, mais peut-être que vous l'avez lu, en tout cas, moi, je ne l'ai pas dit. Ce que j'ai dit simplement, c'est que personne ne s'est interrogé à un moment dans cette organisation qui était TF1, qui n'était pas la mienne, parce que j'étais directrice d'une filiale et je ne passais pas ma vie à TF1. Personne ne s'est interrogé sur le fait que tous les soirs, des jeunes femmes étaient dans ce bureau jusqu'à 21h et 21h30, tous les soirs. Personne ne s'est interrogé là-dessus. C'est de la responsabilité d'une entreprise que de s'interroger sur la sécurité de ses salariés. C'est ça que j'ai dit et c'est ça que j'ai dit à la présidence. Et quand j'ai appelé la présidence, si vous me laissez aller au bout de cette démarche, quand j'ai appelé Patrick Lelay, qui était président de cette entreprise, sa première réaction a été de dire « il n'a quand même pas osé aussi avec toi ». Alors, qu'est-ce que le « oser » voulait dire, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il savait pour les viols. Je ne me permettrai jamais de dire ça. Comme je ne me permettrai pas de dire que quelqu'un à TF1 savait pour des viols. En tout cas, il y avait une interrogation très forte. Et cette phrase la confirme sur ce qui pouvait se passer dans ce bureau. Mais je pense qu'on ne va pas passer toute l'émission là-dessus. Non, Axel Janji, qui est justement pour répondre à Madame Procoris sur justement cette histoire de justice. Pourquoi effectivement elle n'emmène pas l'enfant tout de suite voir le juge? Il y a, chez les victimes, vous n'utilisez pas le terme, mais il y a toujours cette espèce d'appréhension d'aller voir le juge. On le voit d'ailleurs, il y a ces problèmes d'ailleurs de prescription de faits, puisque souvent les femmes portent plainte très tard. Votre sentiment là-dessus? Je pense que c'est très mal connaître les mécanismes qui se mettent en branle quand on subit une agression. Là, elle n'était pas à un endroit où elle pensait au juge, elle pensait d'abord à ce que ça répercutait en elle, ce que la petite était en train de raconter. Donc elle retournait à ses sensations. Donc, pardon, madame, mais il faut avoir été... Vous répondez très bien, mais quand ça renvoie... Laissez-la juste terminer. Allez-y. Mais justement... Terminé. Et donc, le fait que ça réactive chez elle ce traumatisme-là ne lui a même pas permis d'écouter la jeune femme qui se confiait à elle jusqu'au bout. Et c'est parce qu'elle a toujours eu sur la conscience ce qui s'était passé à ce moment-là, parce qu'elle a regretté de ne pas avoir fait ce qui était nécessaire. Et je pense que ça va effectivement du côté de la loi, du côté de la justice, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que fait son organisation. C'est parce qu'elle a pensé à ça que 10 ans plus tard, elle crée MeToo et qu'elle permet aujourd'hui à des millions de femmes dans le monde, déjà dans un premier temps, de reconnaître ce qu'elles ont vécu. Au-delà de la justice et de ce que vous pouvez penser de cette question-là. Pourquoi est-ce qu'elle porte pas plainte? 80% des femmes ne portent pas plainte. 80% des femmes ne portent pas plainte. Parce qu'il y a des mécanismes qui ne nous permettent pas de le faire. 40%. Et parce que déjà, il faut déjà le premier endroit où l'on parle, en fait, c'est dans notre entourage. Et déjà, rien qu'en voyant les réactions des entourages, vous n'êtes pas forcément incité à aller porter plainte. Il faut avoir du jus pour aller porter plainte. C'est ce que dit Hélène Devinck, d'ailleurs, dans son bouquin. Ça, c'est une certitude. Sophie Obadia. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème avec cette justice, enfin, qui est quoi, éloignée. La justice ne peut pas s'autosaisir. La justice ne peut pas s'autosaisir et considérer qu'elle va rentrer dans les foyers. Donc, la difficulté qu'il y a à porter plainte et à suivre le parcours du combattant, de la combattante, c'est une évidence. Donc, vous dites que c'est le parcours du combattant. Mais évidemment. Parce que c'est ce que dit Hélène Devinck dans son livre, ça reste le parcours du combattant. Elle dit tribunal médiatique, c'est aussi très long. D'abord parce qu'il y a un temps judiciaire absolument
interminable pour les plaignantes et que c'est très long. Ça, nous en sommes tous d'accord et ça devrait changer. Je pense que cette prise en compte du temps qui passe et qui détruit, parce qu'en même temps, il faut se reconstruire, il faut dépasser ce qu'on a subi tout en parlant, constitue une difficulté qu'il va falloir dépasser et la justice doit s'en occuper. Pour autant, quand vous parlez de l'entourage aujourd'hui, c'est à mon avis l'apport de MeToo, il est là. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une plaignante, une jeune fille, une jeune femme, une dame, un jeune homme aussi, parce qu'il y a également des jeunes hommes, qui dit, voilà, il m'est arrivé ça, j'en ai défendu, pour qui ça a été atroce d'en parler à leur famille, parce qu'ils avaient l'impression parfois de parler d'un oncle, d'un grand-père, et que ça allait tout détruire. Donc aujourd'hui, ce mouvement a une vertu essentielle, c'est de pouvoir parler en ayant en face de soi des gens qui en ont entendu parler, qui ne sont pas complètement, tombés de l'armoire en disant « c'est pas possible, ça n'arrive pas chez nous ». Si, ça arrive partout. Donc ça, c'est un bienfait. En revanche, je continue à dire que là où il faut insister ardemment, et je rejoins Sabine Procoris, c'est que c'est à la justice qu'il faut d'abord, la police évidemment, mais à la justice qu'il faut d'abord penser. C'est-à-dire que garder pour soi, longtemps après, venir avec des accusations dont on pourra difficilement dire si elles sont vraies, fondées, parce que beaucoup de choses auront disparu, des traces, de plein de choses. Il faut parler le plus vite possible. Alors, et à l'autorité judiciaire. De ce qu'on appelle, il y a un terme pour ça justement, les femmes qui oublient, enfin elles deviennent amnésiques. La mémoire traumatique. Voilà, cette espèce de traumatisme qui fait que justement on ne peut pas parler et qui fait qu'effectivement, les femmes souvent parlent beaucoup trop tard, Sabine Procoris. Oui. C'est vrai que vous parlez de quelque chose de trop sacré, peut-être avec MeToo, mais est-ce que ça ne pousse pas effectivement cette libération de la parole? Elles vont finir par aller saisir le juge, par aller porter plainte. Je vous laisse la responsabilité de votre terme de sacré, mais vous n'avez pas tort, hein, c'est devenu une sorte de religion. Moi, je vous le disais pas, il me semblait que j'avais lu. Ça. Non, oui, je le dis. En fait, ce qui me gêne surtout, c'est l'équivalent, disons. Non, c'est la confusion, si vous voulez. Parce que, effectivement, des choses totalement différentes, qui ne sont pas de même nature, qui ne sont pas les mêmes actes, sont inscrits dans un continuum. Pourquoi? Parce qu'ils sont rapportés à l'intention prédatrice. D'ailleurs, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le commentaire, les prédateurs. Tout de suite. Vous voyez? Alors, quand vous comprenez l'expression qui vole un œuf... En fait, c'est la sémantique qui vous gêne. C'est très important. Hein, elle est très nouvelle, elle est très intéressante. Elle est très, donc, MeToo. Et elle n'est pas juridique. Elle est américaine, cette sémantique. Non, mais d'ailleurs, justement, sur l'Amérique, pardon, je termine, et je vous réponds sur l'amnésie traumatique, c'est pas seulement américain, comme vous le disiez, Sophie. Je crois aussi qu'il y a quand même un pas de deux franco-américains dans ce démarrage de MeToo, parce que si vous regardez un peu la chronologie, il y a eu dans l'article du New York Times sur Weinstein, et puis quelques jours plus tard, Balance ton porc, qui n'a rien à faire avec un viol quelconque, ni même avec une atteinte physique, puisque Sandra Muller avait reçu une gifle quelques années, enfin, elle n'en a jamais parlé, jamais porté plainte, c'était la phrase grossière dont c'était excusé. C'était pas une gifle pour Sandra Muller. Bon, il y a eu Balance ton porc, et le lendemain, Alyssa Milano. Donc tout ça, c'est vraiment connecté. Il y a eu l'article du New Yorker aussi. Et vous dites que c'est un mouvement de solidarité féminine, peut-être, de sororité, je ne dis pas le contraire, d'un type particulier quand même, mais ça concerne aussi l'idée que si on se sent ou qu'on est victime, c'est pas forcément la même chose, eh bien il y a donc des agresseurs, des prédateurs. Oui. Voilà. Alors sur l'amnésie traumatique, rapidement. Parce que je voudrais qu'elle intervienne aussi. Justement sur la notion de prédateur. Vous m'avez posé la question de l'amnésie traumatique, vous me permettrez de répondre. Allez-y, rapidement. Je vous réponds en tant que psy. Bien entendu que l'amnésie traumatique, l'emprise, la sidération sont des phénomènes qui existent. La sidération, seulement la manière dont ils sont employés aujourd'hui, y compris dans la justice, à partir des théories de la victimologie traumatique, notamment de Muriel Salmona, mais elle n'est pas la seule, sont absolument discutables d'un point de vue psy, d'un point de vue scientifique, et notamment sur la question de la mémoire. Parce que d'abord, alors ça revient très souvent. Mais c'est très important parce que il peut arriver que quelque chose, qu'un flash, que quelque chose remonte. D'abord, moi, ce que j'ai vu dans ma patientèle, si vous voulez, de femmes qui ont subi des incestes ou des viols, elles s'en souviennent. Il peut y avoir en général des pans qui soient oubliés par-ci, par-là, mais on se souvient des événements. Après, l'amnésie traumatique en tant que telle, ça peut arriver. Seulement, quand les choses reviennent, contrairement à ce que dit Madame Salmona, on n'est pas, comme elle le dit, téléporté dans le passé. Non, mais par exemple, les faits peuvent être prescrits. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que ce qui revient est coloré par le moment présent, parce qu'on est aujourd'hui, et aussi par une ambiance. Donc, c'est très fragile, si vous voulez, à ce moment-là. On ne peut pas se fonder là-dessus. Muriel Réus, vous voulez peut-être répondre. D'abord, quand on parle de prédateur, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas juridique.
Non, Enfin, c'est juridique. Mais je veux dire, le grêlé, c'est un prédateur. En tout cas, abus de pouvoir. Dans les conclusions du major qui a recueilli la parole de ces 30 femmes, il l'a employé ce terme. Il l'a employé. Alors peut-être que le major, peut-être que la police n'a compte pas, mais en tout cas, c'était la conclusion. Moi, ce que je veux dire, on peut débattre de façon philosophique à l'infini sur tout ça, si vous voulez, mais il y a une réalité de terrain. Et moi, je suis au quotidien confrontée à une réalité de terrain. Tous les jours, des femmes m'appellent, tous les jours, des femmes ont besoin d'être accompagnées, tous les jours, des femmes n'osent pas parler, tous les jours, elles sont rejetées par leur entourage, par leur conjoint qui les quitte, par des amis qui ne leur parlent plus. C'est extrêmement difficile de prendre la parole. C'est pour ça que 80% des femmes ne prennent pas la parole. 40% simplement des femmes demandent de l'aide. Les chiffres sont quand même frappant. Cette année, ce sont les chiffres du ministère, je ne les invente pas, c'est 75 800 faits de violences sexuelles. Donc c'est énorme. 80% des femmes ne parlent pas. Donc si vous voulez, il y a une vraie problématique. Alors d'abord, il y a une vraie problématique sur la formation. Je pense qu'on a à peu près résolu le problème sur les gendarmes et sur les policiers. Je sais pas si parce que tout le monde est formé aujourd'hui. En revanche, donc ça veut dire que ça c'est l'impact MeToo sur l'ensemble. Bien sûr, oui, la formation. On a formé tous les gendarmes, on a formé aujourd'hui les policiers. Alors, il peut toujours y avoir des erreurs, hein, bien sûr. Mais en tout cas, les gens sont formés et ont compris que c'était important. Ça, c'est un point très positif. Alors après, il y a la justice. Quand vous avez 70% ou 80% des affaires qui sont classées sans suite, quand vous avez 0,8% des affaires qui sont portées devant la justice, qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas, pour lesquelles il n'y a pas de jugement et pour lesquelles il n'y a pas de condamnation, ça pose un problème. C'est-à-dire que non seulement vous n'osez pas parler parce que c'est extrêmement compliqué, mais quand vous parlez, il n'y a pas de condamnation, ou très peu de condamnation, donc ça ne peut pas aider le mouvement. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu de condamnation? Il faut demander ça. Alors, souvent ou pas? Là-dessus, je ne vous rejoins pas. C'est-à-dire que concrètement, la justice pénale de ce pays, elle est principalement occupée par les affaires sexuelles. Ah, mais c'est vrai. Mais 0,6%, pourquoi? C'est-à-dire qu'une affaire sur deux devant les cours d'assises de province, ce sont des affaires d'inceste ou des affaires de viol. Donc ça n'est pas un nouveau phénomène que ce soit judiciarisé. Ça existe depuis fort longtemps et heureusement, ce sont des affaires qui sont traitées. La difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, il y a un afflux de plaintes. Ça, c'est une certitude. C'est aussi un des effets de MeToo. Un des effets de MeToo, non? Évidemment, puisqu'on est quand même sur le bilan de MeToo. Donc ça veut dire que les femmes 30% d'augmentation. 30% d'augmentation. Donc c'est très important. Pour une institution judiciaire comme celle que nous avons en France, qui est assez... à peu près le même nombre de magistrats qu'au XIXe siècle, et un boom de la population et un boom des plaintes. Donc effectivement, il y a un goulot d'étranglement. Ça, c'est la première chose, c'est certain. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un refus de prendre en compte. C'est qu'il y a une pile d'attente, une file d'attente qui n'en finit plus. Et là où je rejoins Sabine Procoris, c'est qu'en plus, il n'y a plus de distinguo entre les faits. C'est-à-dire que ce fameux continuum entre une gifle, qui est une violence conjugale, et un viol, sauf erreur de ma part, il y a une différence de niveau. Mais aujourd'hui, il y a un tel afflux, et on est dans un discours tellement diffus et peu distinct en termes juridiques, que tout ça vient s'empiler chez les juges, sans distinction de l'urgence et de la gravité. Mais vous êtes d'accord, Maître, que le fait que 0,6% de condamnation, ce sont les chiffres officiels. Hein, oui, mais moi, je ne les comprends pas. Alors, je vous promets, en toute bonne foi, je les ai regardés, parce qu'ils ne me paraissent pas, c'est pas possible. En réalité, on prend un chiffre noir qui est celui de celles qui auraient pu déposer plainte. Mais par définition, on ne le connaît pas. Et le 0,6% n'est pas un chiffre officiel. C'est un chiffre qu'il y a des associations militantes au départ. Non, mais c'est un chiffre qui parle, mais ce n'est pas un chiffre qu'on peut calculer à partir d'une base très sérieuse. Donc moi, je m'intéresse plus aux chiffres. Je m'intéresse qu'au vécu de mes confrères. Que le ministère nous donne les chiffres. On serait très heureuse d'avoir les chiffres officiels. J'aimerais vraiment que vous les interrogiez, que vous les regardiez bien. Mais on n'arrive pas à les avoir. Eh ben voilà, on est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Pourquoi une telle opacité? Parce que tout ça devient politique et qu'en réalité, on ne veut pas dire qu'on n'a pas une justice à la hauteur. Voilà, très bien. Voilà, moi je vous le dis, là-dessus on est d'accord, mais je ne m'en sers pas des chiffres. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je vous parle de ce que je vois au quotidien. Je vois au quotidien des affaires qui traînent, des magistrats qui n'ont pas nécessairement l'envie de s'occuper de ça, parce que nous on en parle joyeusement mais de ça, ce sont des viols, madame. Mais comprenez, je vous dis ça, c'est un viol. Mais c'est pas du mépris de ma part. Moi, je m'en occupe toute la journée, mais je vous dis que ça n'est pas forcément très flatteur pour les magistrats. Eux, ils ont le sentiment que c'est la face cachée de la vie, alors que c'est la vie des gens, effectivement, puisqu'encore une fois, c'est une affaire sur deux. Axel Jeanne Jiquet, juste une réaction peut-être à ce que vous avez demandé, parce que vous avez beaucoup moins parlé. Pardon. Pour moi, il s'agirait aussi de ne pas circonscrire MeToo à l'aspect judiciaire. Nous sommes aussi partie prenante en termes de société dans ce qui est en train de se passer. Donc,
la vérité, c'est que si on se met toutes à porter plainte, en fait, la justice ne tiendra pas le coup. Embolie assurée. C'est sûr et certain. Ce qui est déjà un peu ce qui est déjà le cas. Et donc, s'il n'y a pas la justice du coup. S'il n'y a pas la justice, déjà, est-ce qu'on peut s'assurer dans nos familles, dans nos cercles, dans nos communautés, que ces personnes victimes, parce que je préfère le terme personne victime au terme de victime, parce que nous continuons à fonctionner en dépit de cette agression. Moi, je suis une mère, je suis une amie, je suis une compagne quand je décide de l'être. Enfin, j'ai une multitude d'autres identités et je n'ai pas que celle-là. Donc, je suis une personne victime, je suis une personne à qui, à un instant T, une agression est arrivée. Voilà. Mais il faut dépasser la chose. Cette chose-là est aussi ce qui me permet aujourd'hui d'être sur ce plateau et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Il ne s'agit pas de le déplacer, il s'agit de le transformer à un édifice. Alors, mine de rien, ça va vous paraître faux, ce que je vais vous dire. Je pense quand même qu'on est extrêmement... on croit encore extrêmement à notre société quand on fait ce qu'on fait là. On vient parler et on vient vous interpeller là-dessus parce qu'on croit encore qu'il y a moyen de vivre en harmonie ensemble et de vivre autrement. Parce qu'on croit encore que nos familles, nos cercles peuvent être faits autrement que comme ça. Et on prend la peine de venir dénoncer ça pour qu'on puisse mieux vivre ensemble et que le plaisir, la justesse, l'amour soient le mieux partagés. Ça paraît complètement... On est bien d'accord. Je pense que c'est ce discours-là. On est celle-là. La justice. On n'est pas les empêcheuses à... On ne s'intéresse pas à la justice. Ça, c'est un mot d'ordre avec lequel je ne pouvais pas être d'accord. Que ce soit un fait de société MeToo, c'est une évidence, que ce soit l'éducation qui peut résoudre quelques... Justement, je voulais revenir sur ce qu'on appelle le principe de consentement. Vous pouvez en dire un mot, c'est intéressant, parce qu'on parle d'éducation. Alors justement, ce terme qui est... moi, j'ai lu le livre de Camille Kouchner, et elle parle donc le consentement, c'est le titre d'ailleurs de ce livre. Non, ça c'est Vanessa Springora, pardon. Effectivement, il précède celui de Camille Kouchner. Elle parle du consentement. Donc le consentement, est-ce que c'est devenu un terme, par exemple, qu'il faut... utilisé dans l'éducation, peut-être des petits garçons, des petites filles. Est-ce que consentement, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parlait peut-être pas il y a 20 ans et qui est au cœur... Il n'est pas dans la loi sur le viol, par exemple. Il n'est pas sur la loi, voilà, incroyable. Est-ce que ça, c'est... on va essayer d'en parler un petit peu. C'est pas très simple d'en parler très rapidement. Juste quand même une remarque. Fait sociétal, etc. Moi, je pense que c'est un fait sociétal qu'il n'y ait pas un seul homme sur ce plateau. Bien sûr, mais on est 4 personnes. On peut avoir 4 invités pour une fois. Mais je veux dire, on a parlé on aurait pu avoir un homme, très honnêtement. On a parlé du temps judiciaire trop long pour les plaignants, mais il est très long aussi pour les mis en cause. Quand vous faites de la préventive, parce qu'on a dit que vous aviez mis quelqu'un sous emprise, comme par exemple Jean-Luc Lahaye, qui a mis ses fans soi-disant sous emprise, et qu'il est mis en prison, mis sous emprise. C'est pas un terme juridique, emprise. Je sais que ça a été mis dans le Grenelle des violences conjugales, de même que l'incitation au suicide, etc. Mais je suis très perplexe devant le fait que l'institution judiciaire, certainement, elle est très affolée par tout ce qui se passe, et elle est d'une porosité extraordinaire à des termes non juridiques, et qui sont infiltrés, même pas par un vrai savoir psychanalytique ou scientifique ou psychothérapeutique, mais qui sont... c'est très important. Non, mais le vocabulaire, il est pauvre. C'est-à-dire, quand on vous parle d'emprise, quand vous lisez la motivation de Georges Tron, par exemple, de la condamnation, l'emprise est définie juste comme le fait qu'il était le supérieur hiérarchique. Mais c'est pas ça, une relation d'emprise. Vous voyez, il y a une... Vanessa Springora, pour le coup, parle d'emprise. Son livre s'appelle pas l'emprise, il s'appelle le consentement. Alors, revenons sur le consentement. Vous savez que l'Espagne a voté une loi sur le consentement explicite, etc., mais c'est quand même un problème. Par exemple, Maxime Cochard. Oui, mais alors attendez, vous parlez de cas très spécifiques. Non, mais c'est des cas spécifiques. C'est important, les cas spécifiques. Il a été blanchi, mais il reste un violeur pour son parti, etc. Et malgré le fait qu'il ait des preuves explicites de consentement, par écrit. Donc le problème, c'est que vous pouvez avoir un consentement tout à fait explicite dont vous pouvez faire état quand vous êtes mis en cause. Le problème, c'est quoi ? C'est que très facilement, on pourra vous dire « Oui, mais ce consentement était extorqué, la personne était sous emprise, etc. » Donc c'est infini. Donc le consentement, c'est une chose, les désirs, c'en est une autre. Et c'est extrêmement naïf, en tout cas
dans le champ judiciaire, c'est une chose, mais dans le champ des relations humaines et des relations intimes, la question du consentement posée dans ces termes, elle est extrêmement piégée, si vous voulez. Vous seriez une avocate formidable pour les auteurs de violences, madame. Et je peux vous assurer, c'est pas une insulte, mais très important pour les auteurs, pour les mis en cause. Je pense qu'effectivement, la subtilité des relations doit aussi entrer en ligne de compte. Mis en cause. Ils ont le droit à être défendus. Pas tous ensemble. Muriel Réus, vous répondez justement sur ce côté piégé. Le consentement, vous, c'est quelque chose au contraire que vous Moi, trouvez... le consentement, je pense que c'est... Moi, j'ai un peu envie de dire merci au mouvement MeToo et en tout cas à tous les mouvements féministes qui se sont succédés dans les années 68, 70, 80. Ils ont construit, en venant ici, d'ailleurs, je m'interrogeais, je me disais, c'est quand même étonnant parce que finalement, ils ont construit la femme que je suis. C'est-à-dire, avec toutes les décisions que j'ai prises, finalement, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, donc vous dites que sur ces 5 dernières années, vos décisions ont changé en fonction de... Je dis que depuis les années 68, 70, d'accord, 80... donc le féminisme d'avant. Toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, qui ont été des décisions structurantes, de ne pas me marier, de ne pas avoir d'enfants, c'est des décisions que j'ai prises. Ma verticalité, mon engagement aujourd'hui, le fait de créer une association, d'avoir des postes à responsabilité dans des boîtes, etc. Tout ça, finalement, ça a été construit et c'est né des mouvements féministes. Et donc, je dis merci parce que la femme que je suis aujourd'hui me va bien. Voilà. Alors après, sur le consentement, moi, je pense que, vous savez, MeToo et le consentement, ça interroge le rapport à l'autre. Voilà. Ça interroge profondément le rapport à l'autre, le rapport de l'acceptation, le rapport du toucher, le rapport de la parole, le rapport du sexe, le rapport de ce que j'autorise l'autre à faire, ce que moi que je m'autorise à faire avec l'autre. C'est extrêmement important. Et oui, ça doit être enseigné dans les écoles. Oui, on doit apprendre aux petites filles, aux petits garçons le respect. Oui, on doit apprendre aux petits garçons, aux petites filles le consentement. Tout ça, c'est extrêmement important. Oui, mais ça n'est pas fait. Après, ça n'est pas fait. Voilà. Après, ça n'est pas fait. Je pense que c'est une question qui a trait à la qualité de sujet, en fait. Oui. Et je suis un peu au-delà du consentement, parce que je pense que le vrai problème, c'est que quand on est une femme et qu'on fait part de son désir, on est encore dans une société où c'est extrêmement mal vu. Consentir, c'est attendre que quelqu'un vous fasse part de son désir, et à ce moment-là, vous êtes en mesure. On n'est toujours pas dans une société où ça va de soi que nous pouvons décider si nous voulons ou pas. Et là, la conversation qu'on a, c'est encore une fois mettre le désir des agresseurs potentiels au centre de la conversation. Le problème, c'est bien ça que je mets en cause. C'est bien pour ça que la définition du viol en France pose une difficulté, puisque le consentement est présumé. Il n'existe pas s'il y a une surprise, s'il y a une violence. C'est comme s'il était présumé. Donc ça pose une vraie question de la définition. Mais là où je vous dis que c'est beaucoup plus subtil et difficile, c'est qu'on le regarde, ce consentement, en tout cas dans les affaires sexuelles, après, c'est-à-dire une fois que quelqu'un a dit finalement je n'étais pas d'accord ou voilà. Et donc ça c'est très difficile. Comment donc le faire avant? Non mais c'est donc un travail compliqué. Je veux dire on ne peut pas y aller. Un mot peut-être sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il dit lui, le président français, nous ne voulons pas d'une société de l'inquisition. La justice, c'est au tribunal que ça se passe. Donc là je cite le président français. Un mot là-dessus peut-être. C'est-à-dire qu'on a parlé de cette terminologie tribunal médiatique qui commence à être un peu éculée. La difficulté, c'est que... Il parle de société de l'inquisition. Oui, non, mais de l'inquisition. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit, et je pense qu'on sera toutes d'accord, de se défendre. C'est-à-dire que de n'avoir pour prisme, notamment médiatique, que des accusations, que des soupçons. Et quand un homme prend la parole pour se défendre, on dit « Ah, attention, il abuse de sa position parce qu'il est en train de se défendre », ça, je ne peux pas l'accepter. Et là-dessus, je rejoins le président de la République. C'est-à-dire que, effectivement, si quelqu'un est accusé, et qu'il ne l'est pas d'ailleurs devant le tribunal, mais médiatiquement, et je pense aux affaires, évidemment, des écologistes, eh bien, s'il vient parler et se défendre, il me semble que c'est le minimum des droits qu'il a. Parce que la présomption d'innocence est en train de devenir, finalement, se vider de son sens et aujourd'hui devient un abus aussi de celui qui veut se défendre. Donc les droits de la défense, c'est le pilier de la démocratie. Et ça, il faut l'accepter. Et puis, juste une chose, c'est que j'ai l'impression aussi qu'on se dirige aujourd'hui vers une sorte d'exception sexuelle du droit. Et je pense que c'est un droit dérogatoire au droit commun. Et je crois que c'est un vrai problème. Vous imaginez, j'en parlais avec un ami juriste l'autre jour, si 20 ans après, vous dites « Ah ben non, mais cette maison, je l'ai achetée, mais en fait, j'étais sous emprise, je n'ai pas consenti ».
On vous rirait au nez. Oui, mais ça, vous ne pouvez pas le défendre devant un juge. Mais je sais. C'est pour ça que je prends un exemple absurde. C'est une analogie, c'est un exemple absurde, mais parce que très souvent, moi je le vois dans ma clinique aussi, un certain nombre d'histoires de femmes ou d'hommes d'ailleurs, mais plutôt des femmes, pour plein de raisons, notamment liées au contexte actuel, revisitent après coup leur consentement et disent ah ben non, en fait, je crois que j'étais pas consentante. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça existe. Il y a plein de théories. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un mot justement sur ce qu'a dit le président, sur ce tribunal, cette société de l'inquisition. Il a employé un terme qui est extrêmement désobligeant pour les femmes, c'est de leur amener à cette société, à cette... l'inquisition, c'était pour les sorcières quand même. Donc, si vous voulez, on l'a quand même extrêmement mal pris. Je pense que ça n'apaise pas le débat. Tous ces mots, tous ces termes n'apaisent pas le débat. Il est pas. Mais est-ce que le débat est apaisé? C'est pas le problème. Est-ce qu'il est apaisé? Ne l'est pas. Moi, en tout cas, ma position, c'est de dire quand une femme vient me voir, qu'elle est victime, la première réflexe que l'on a chez MeToo Média ou chez Femmes Avec, ce sont les deux associations dont je m'occupe, c'est de les accompagner pour porter plainte, de les accompagner au commissariat et de saisir la justice. C'est le premier. La première de nos attentes, elle est là. Alors après, on s'interroge. Est-ce que ça suffit? Ça suffit pas pour elle, parce que si vous voulez, il y a deux choses. Il y a d'abord l'acte judiciaire. On a beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'on les accompagne. Et puis après, il y a tout le suivi psychologique. Il faut accompagner ces femmes parce qu'elles en ont besoin. Donc si vous voulez, c'est un processus qui est très long. Et d'empathie profonde. Et d'empathie profonde. C'est se mettre à leur place. Les vraies questions qu'on peut se poser, c'est la justice aujourd'hui. Voilà. Alors la justice aujourd'hui, justement, un mot sur est-ce qu'il faudrait justement que les faits ne soient pas prescrits au bout de 10 ans? Est-ce qu'il faudrait allonger, par exemple, le délai de prescription? Est-ce que ça, c'est un vrai sujet pour vous? Plus 10 ans. C'est 20 ans. Plus 20 ans moins. Ça dépend du. Ça peut même aller jusqu'à 30. Donc pour les mineurs, ça dépend si c'est viol ou agression sexuelle, me semble-t-il. Les mineurs, ça peut aller jusqu'à 30. Donc on l'a déjà beaucoup allongé. Beaucoup. Il a été rallongé. Est-ce qu'il faudrait l'allonger encore? Pour ce qui est des crimes sur mineurs, dans la mesure où c'est quelque chose qui vous touche lorsque vous êtes enfant et que la société vous doit protection et que c'est quelque chose qui va rester indélébile pour vous, pourquoi est-ce que l'agresseur ne serait pas en mesure d'être jugé tout au long de sa vie, simplement pour avoir porté atteinte à l'enfance, parce que l'enfance devrait être quelque chose de sacré pour nous tous, dans cette société. Nous devrions faire corps autour des enfants et nous assurer qu'ils passeront, en tout cas, l'enfance dans de bonnes conditions. Donc si un adulte franchit cette ligne-là, il est en droit, je pense qu'on est en droit de lui demander des comptes, même à la fin de sa vie. Comment? Sophie Obadia, c'est toujours pareil. Ça veut dire des faits imprescriptibles. Avec quelle preuve, avec quel contre-discours, comment vous faites 35, 40 ans, 45 ans après, quand les témoins ne sont plus là, quand les personnes auxquelles a pu se confier l'enfant ne sont pas là? C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est pas que je veux gommer, c'est pas que je veux minimiser, mais moi je veux un débat judiciaire sain. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des... C'est même pas des preuves, parce que les preuves, quand il y a eu d'un inceste... vous dites c'est infaisable d'avoir des faits et j'ai peur qu'on frustre les victimes, moi. J'ai très peur de ça. J'ai très peur de ça. Alors, on leur dit, on ne peut pas juger, donc il est acquitté. C'est pire. C'est peut-être à ce moment-là que rentre en compte le collectif. Peut-être qu'il y a d'autres accompagnements, d'autres dispositifs à mettre en route, en place, pour que la justice ne se retrouve pas saturée, pour qu'il n'y ait pas... Alors lesquels, en 2 mots, qu'est-ce qui peut remplacer? Une meilleure écoute peut-être de cette parole-là, la rendre possible, l'accueillir, l'accompagner tout du long. Mais alors l'accueillir, c'est très important, évidemment. Mais par contre, c'est une révolution de l'écoute, en fait, dont on parle. Pas de la parole, en fait. C'est la parole qui a incroyablement évolué en 5 ans. L'écoute, ça veut dire aussi la capacité de décrypter ce que dit un enfant, et c'est très important. Ça ne veut pas dire de dire qu'il ment, mais de décrypter ce qu'il dit quand même. Rappelons-nous, on l'a oublié, le procès d'Outreau, quand même. Rappelons-nous le procès d'Outreau. Je crois que c'est très important. Et l'enfance, il ne s'agit pas de dire l'enfance est sacré. Les enfants, pour plein de raisons, peuvent... Enfin, il n'y a pas d'ailleurs que ce qu'ils disent. Il y a des tas de signes qui peuvent indiquer. Victimes, madame. Mais bien entendu qu'il y a des vraies victimes. J'ai jamais dit le contraire. En fait. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de réelles victimes. Il y a eu des acquittements parce que de fait, certains enfants n'avaient pas dit la vérité. Mais on a le droit de le dire sans. C'est arrivé. Rappelez-vous l'histoire. Il y a eu un procès. Il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu des acquittements répétés parce que les enfants n'avaient pas dit la vérité. Tout simplement. Je veux dire, il y a des enfants victimes. Mais je ne parle pas de ça. Il y a des enfants victimes et il y a d'autres qui sont pour différentes raisons pris dans un discours, dans des rapports de force, dans plein de choses qui font qu'ils disent quelque chose. D'ailleurs, il y a eu, vous vous rappelez Loïc Sécher qui avait été condamné à plusieurs années de prison pour viol. Plusieurs années après, il y a une de son accusatrice qui s'est rétractée en disant qu'elle avait menti. Il est sorti de prison. Il serait resté éternellement en prison, je veux dire jusqu'au bout de sa peine, si elle ne s'était pas rétractée. C'est compliqué.
Merci beaucoup. C'est compliqué, ça, on l'a bien compris. On a essayé de le simplifier un peu. Mais on a avancé en 5 ans. On a avancé. C'était un débat. Si, merci beaucoup d'y avoir participé, Axel Jeanne-Diquier. Merci Sophie Obadia. Merci Muriel Réus. Merci à vous Sabine Procoris. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette émission. Restez avec nous sur France 24.